Valeurs et performances, concilier objectifs stratégiques et engagements sociétaux. C'est l'heure du décryptage avec Florent Douty. Bonjour. Bonjour. DRH au siège de chez Thales, mais aussi de la fonction finance et de Thales Digital Factory. J'ai tout dit comme ça. André Brunetière aussi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le Chief Product and Technology Officer chez CGI. Donc, on va y revenir dans un instant. Sylvain Le Tourmy, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes le directeur stratégique pour les solutions RH chez Oracle, tous les deux éditeurs de logiciels bien connus. Je n'ose même plus vous présenter. On l'a vu, la pandémie a accentué la prise de conscience de la valeur matérielle de la santé, de la contribution des personnes au succès des entreprises. Le véritable leadership, c'est ce dont on vient de parler, sera déterminé finalement par les mesures que les DRH prendront pour protéger, préserver et développer la valeur de ce capital humain. Préserver le bien-être physique, émotionnel, financier pour inscrire votre performance dans la durée. C'est bien ce que vous faites chez Thales. Vous avez fait le choix de publier une raison d'être pour embarquer les collaborateurs, mais pas seulement. Oui, c'est exact. Au sein de Thales, nous avons développé en fait une raison d'être qui repose sur 3 éléments constitutifs d'un avenir d'un avenir effectivement global, à savoir donc la résilience, l'autonomie ou bien encore le développement durable. Et donc là-dedans, vous englobez tout ce qui fait Thales. Quand je disais les collaborateurs, mais pas seulement les partenaires, les clients. Tout à fait. L'objectif de notre raison d'être, avant toute chose, c'est d'abord d'aider nos clients. D'aider, si l'on prend l'exemple de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, c'est de les aider à soutenir justement en fait leur activité, leur permettre d'assurer leurs opérations, je dirais en fait vitales. C'est la première chose. Quand je disais que cela représentait sur 3 éléments constitutifs. La deuxième, j'ai parlé de résilience, je crois. La résilience, c'est cette faculté, je dirais, à rebondir et les aider à traverser encore une fois cette crise, à la surmonter, bien évidemment, et les aider tout au quotidien. Et enfin, le développement, je dirais, en fait, durable, c'est non seulement réduire, je dirais, notre impact sur l'environnement, mais aussi d'aider nos clients à réduire leur propre impact sur l'environnement. Et tout ça, ça s'applique aussi aux collaborateurs. La difficulté, c'est qu'on l'a vu, pendant cette crise, le sentiment d'appartenance à l'entreprise est le seul à avoir chuté avec le télétravail, Sylvain Le Tourmy. C'est ce que vous avez observé. Oui, tout à fait. En fait, dans cette période, on a observé qu'on avait gagné sur beaucoup de domaines. On a gagné dans l'équilibre vie perso, vie professionnelle. On a gagné sur la productivité. L'Institut Sapiens parle de plus de 22% de gains de productivité. On a gagné aussi sur probablement la relation entre le local et l'international. J'ai discuté avec certains DRH qui me disaient, dans cette période où on est tous passés en visioconférence, on a pris conscience qu'on s'était excentré petit à petit par des acquisitions successives de sociétés dans d'autres pays. Le fait de tous télétravailler nous a permis de rassembler les collaborateurs autour d'une forme d'équité dans la relation. Mais on a perdu dans le lien de collaborateur à collaborateur et dans le sentiment d'appartenance. Ça, c'est l'étude Slack qui reflète cette statistique. C'est le seul critère sur lequel on a perdu dans l'exécution au quotidien. Donc vous avez une solution, vous ? L'enjeu pour les DRH, je pense qu'aujourd'hui, ça va être de mettre à disposition des collaborateurs, de retourner vers les collaborateurs. L'un de nos clients, une coopérative en France, nous dit que par le biais de son projet SIRH, son premier enjeu, c'était de faire communauté avec ses collaborateurs qui travaillent sur des sites distants, et donc d'aller vers eux avec des outils, les process RH, mais à disposition sur leur mobile pour leur permettre de bénéficier d'une façon équitable de tous les services qui sont mis à disposition par l'organisation. Donc il y a un sujet autour de la communication, je pense, dans cette période dans laquelle nous sommes. Et on reviendra sur cette idée de communauté. Chez Thales, Florent Douty, comment vous arrivez comme ça à entraîner tout le monde, même en ces temps difficiles où on vient de le voir, finalement, à un moment donné, comme on était loin de l'entreprise, on a tendance à ne plus avoir cet engagement premier qu'on pouvait peut-être avoir sur site. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour entraîner les collaborateurs dans les valeurs et dans cette raison d'être mise en place chez Thales ? Mais tout d'abord, en fait, si je prends notre politique RH, il y a une décision du COMEX, notre comité exécutif, fin d'année, si ma mémoire est bonne, voire début 2021, qui visait à associer davantage en fait les collaborateurs dans une stratégie de RSE.
Ça, c'est la première chose. Comment également continuer à engager nos collaborateurs. Typiquement, au sein de la direction de la finance, nous avons développé en fait un workshop, des workshops qui étaient Listen, Engage and Finance People, qui visaient justement en fait à avoir une évaluation, je dirais, du climat, de comment en fait ils se sentaient, pour mieux ensuite prendre des décisions au sein de leur propre département ou au sein de la fonction de manière générale globalement dans le monde. Et puis vous avez mis en place cette rémunération variable qui prend en compte désormais les objectifs RSE. Tout à fait, c'est exact. Notre comité exécutif a décidé, comme je le disais, davantage de renforcer cette politique, je le dirais en fait RSE. Au travers de notre rémunération variable, il a donc été décidé de porter à 50% la rémunération justement variable de nos collaborateurs, du moins de ceux qui sont éligibles. Ça représente à peu près 54 000 personnes quand même dans le monde, ce qui est quand même non négligeable. Et de dédier 10% justement en fait de cette rémunération au RSE, qui correspondent bien évidemment en fait à nos engagements globaux en matière de RSE, portés sur 4 dimensions principalement: la diversité et l'inclusion, la conformité, en d'autres termes la lutte contre la corruption, par exemple, et le trafic d'influence, la santé, la sécurité également de nos travailleurs, et enfin le développement durable et la limitation de l'impact carbone. Et le changement climatique, effectivement. Donc là, c'est très concret. Ça vient d'être mis en place. Donc on n'a pas encore les résultats, mais là, c'est très concret. Comment on associe la performance et la valeur, comment on suit les objectifs RSE. André Brunetière, chez Cégide, comment vous avez pris ces sujets à bras-le-corps? Parce que vous êtes dans une position compliquée par rapport à ça, parce que votre offre, finalement, c'est de proposer, de faciliter la vie des collaborateurs grâce à l'automatisation des tâches, notamment. Mais c'est vrai que, assez logiquement, quand on pense automatisation des tâches, on pense éventuellement suppression de postes. Il y a effectivement ça. On pourrait dire que on déhumanise pour humaniser. C'est-à-dire que on cherche à extraire de la partie rébarbative des tâches des utilisateurs, c'est-à-dire les saisies, les contrôles, etc., de manière à leur donner du temps pour faire des choses à plus forte valeur ajoutée et notamment interagir avec des individus plutôt que des claviers. Mais ça pose la question de dire, ok, mais moi j'avais une équipe de producteurs de paye qui passaient leur journée à regarder des écrans et à saisir des éléments variables de paye. Et là, qu'est-ce qu'on leur fait faire demain, puisque maintenant vous n'avez plus besoin d'eux. Donc, et l'idée qu'on a derrière ça, c'est ok, comment on apporte de la donnée, de la valeur, de l'information qui va leur donner d'autres dimensions de travail, de contrôle de conformité qu'ils n'avaient jamais le temps de faire avant, d'élaboration de politiques de paix, là aussi, où il n'y a pas le temps de le faire, parce que finalement, on les a débarrassés de choses ennuyeuses à faire et on libère du temps pour autre chose. Même chose pour les managers. On a beaucoup fait de self-service RH dans les 20 dernières années, chacun saisissant ses congés dans des services en ligne, mais finalement, ça prenait du temps. Dès lors qu'on arrive à enlever ce temps, ça donne de nouveau du temps pour manager. Finalement, on enlève de la tâche humaine pour créer de la disponibilité humaine. Donc c'est effectivement sur cette dualité qu'on essaye de travailler le plus possible. Donc vos outils vont amener à plus de performance et plus de qualité de relations humaines à côté. C'est en ça que peut-être... disons que nous, on essaie de fournir 2 choses, de la disponibilité, puisqu'on monopolise moins devant l'écran, et de la donnée, pour enrichir cette relation. C'est effectivement sur ces 2 tableaux qu'on essaye de jouer. La relation humaine, les ressources humaines, puisque c'est votre métier, fleuron d'outils, c'est aussi cette fameuse qualité de vie au travail qu'on l'a vu ressurgir avec le télétravail, ce que disait Sylvain tout à l'heure, le vie pro, vie perso. Vous, il y a un nouvel accord sur le télétravail qui vient d'être signé et qui est très important. Nous sommes assez coutumiers du fait. Depuis 2013, en fait, on a expérimenté déjà le télétravail au sein du groupe. Puis on l'a pérennisé, je vais le dire comme cela, en fait, en 2015, sous un second accord. Un 3e accord ensuite qui visait à le reconduire en 2018. Et enfin, effectivement, vous avez, à juste titre, vous l'avez bien souligné, donc en 2020, fin d'année, nous avons reconduit effectivement un nouvel accord sur le télétravail visant justement à concilier cette vie professionnelle, à l'encadrer face à la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, à donner davantage de moyens à nos collaborateurs. C'est-à-dire très concrètement?
Si je prends un exemple très concret, lorsque vous êtes à une journée de télétravail, vous êtes indemnisé à hauteur de 10 €. Quand vous faites 2 jours de télétravail, par exemple, vous êtes indemnisé à hauteur de, je parle par semaine, excusez-moi, donc 20 € par mois, parce que sinon, vous imaginerez bien que ce serait assez expensive pour la société. C'est des exemples très très concrets. Si je prends des moyens mis à disposition, nous sommes un monde d'ingénieurs, composé à 70% du groupe. Lorsqu'ils ont besoin d'un double écran, par exemple, nous fournissons par exemple ce double écran. En plus du PC portable, bien évidemment, et du téléphone, qui sont des basiques pour... Et ça, c'était des demandes. Ce sont des demandes très concrètes, pratico-pratiques, si j'ose dire, qui vont faire que les collaborateurs vont se sentir mieux et donc vont être davantage engagés dans leurs tâches. Davantage engagé, je pense que le bien-être en fait doit être concilié avec le télétravail. Vous pouvez pas dissocier quelqu'un qui fait du télétravail dans un 20 mètres carrés différent d'une personne qui le fait dans un 120 mètres carrés par exemple. Et je pense que leur donner en fait les moyens et les outils qui le permettent. Tout à l'heure en fait, on parlait d'un petit peu d'outils digitaux. Je pense que on a vu un emploi massif de ces outils totalement en fait digitaux et qui bien évidemment en fait doivent être mis aux moyens de nos collaborateurs pour leur permettre justement en fait d'effectuer leur mission et ce du mieux possible. Alors, Sylvain Le Tourmier, vous souleviez tout à l'heure l'idée, effectivement, on a beaucoup dit que durant ces phases de télétravail à tout crin, les collaborateurs étaient plus productifs. On imagine qu'il faut un petit peu regarder tout ça de près. Est-ce que c'est productif collectivement? Est-ce que c'est productif individuellement? Mais avec ces nouveaux moyens, vous imaginez qu'ils vont être surproductifs, les collaborateurs. Blague à part, vous le disiez tout à l'heure, l'idée c'est qu'il faut mettre du sens à travailler ensemble, finalement. L'enjeu de SIRH, c'est de faire communauté. Oui, très clairement. Donc je pense qu'il y a le grand sujet actuellement qui mobilise notre communauté de travail au sein d'Oracle, c'est une réflexion autour de ce que va devenir l'hybridation du travail dans le contexte d'Oracle. Ça c'est un sujet sur lequel on ne peut avancer qu'avec des données factuelles. Donc je pense que c'est quelque chose que l'on voit ressurgir très fortement parce qu'on veut préserver une forme d'équité. On individualise la façon dont les collaborateurs interagissent avec leur environnement de travail. Et pour garder cette forme d'équité, ça veut dire qu'il faut avoir des points de mesure de l'atteinte des objectifs, de la rémunération qui est associée, du temps de l'atteinte des résultats qui sont fixés. Et donc cette comparaison sur des points factuels, nous, c'est notre raison d'être chez Oracle. C'est le fait de fournir et d'exploiter des données, donner de la visibilité sur les données pour prendre des décisions qui sont factuelles. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que d'un côté, on a l'enjeu sociétal que sert l'organisation. Donc, par exemple, je parlais de l'exploitation des données. On a, par exemple, dans les RH, un enjeu assez fort qui est l'équité, le maintien de l'équité homme-femme. Eh bien, ça se traduit aussi par la formation au sein d'Oracle de communautés de collaborateurs qui s'engagent volontairement ensemble autour de ces sujets-là, sous la forme d'associations. On a une association qui s'appelle Oracle Women Leadership et qui fait écho, en fait, d'une certaine façon, à l'engagement sociétal de l'organisation. Donc effectivement, quand on crée des communautés, on crée une émulation, en tout cas on crée des communautés d'intérêt commun à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir continuer à avancer tous dans le même sens. Tous dans le même sens, et en plus on croise des expériences de collaborateurs qui sont issus de différents services. Et dans le contexte dans lequel on est, le fait d'aller chercher, de rencontrer des collaborateurs qui ont des expériences différentes est absolument fondamental. Et pour une fois, on va avoir du transversal et non plus du directif hiérarchique. Moins hiérarchique, beaucoup plus transversal dans l'organisation, effectivement. Et qui va aussi avec plus d'autonomie et donc effectivement qui va exactement dans le sens des demandes actuelles. André Brunetière. C'est sur les communautés, je pense qu'il y a une idée intéressante parce que, surtout avec ce télétravail qui s'est mis en place, les gens se sont beaucoup sentis être contributeurs individuels sur leur rôle. Enfin, je prends mon cas, les développeurs informatiques. Ils disent, je suis beaucoup plus productif parce que je vois personne, j'avance, etc. Mais on voit qu'il manque une dimension à la fin. Parce qu'à la fin, c'est pas le produit d'une personne, c'est le produit d'un groupe, et puis souvent qui interagit avec d'autres. Et le fait qu'on développe des communautés, ça permet de retisser un lien qu'on n'arrive pas à vraiment tisser. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose. Nous, on sent qu'on doit le développer. On n'a pas encore complètement caractérisé ça, mais on sent que ça va être important. De développer les communautés. Vous faites un peu pour la Thales Digital Factory, notamment dans les questions de recrutement, Florent Douty. Oui, tout à fait.
on veut d'abord tout, lorsque je recrute un collaborateur au sein de Thales Digital Factory, je recrute d'abord pour la culture de l'entreprise. Thales Digital Factory est, je veux dire comme cela, une start-up à l'intérieur en fait du groupe Thales. Et donc on a besoin de ressentir pas la culture d'un grand groupe, même si bien évidemment cela fait partie de notre ADN, mais on a besoin de véritablement avoir cette culture un peu start-up. Et pour ce faire, dans le cadre de nos recrutements, ou de nos assessments, nous sommes vraiment très précautionneux, effectivement, de retrouver parmi les candidats susceptibles d'intégrer le groupe cette culture d'entreprise, tout à fait. Et donc c'est un collectif qui se met en place. Lorsque vous passez un entretien, par définition, je pense qu'on joue tous un rôle. On joue un rôle face à un DRH, face à son N+1 ou son futur N+2. Mais lorsque vous êtes dans un assessment en collectivité, c'est beaucoup plus difficile de jouer un rôle. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'ils sont intégrés en fait toute une journée au sein de cette squad, parce que lorsqu'on parle effectivement de projet informatique, on parle d'équipe, donc de squad en l'occurrence. Et c'est justement la communauté ou les personnes qui doivent être amenées à travailler qui vont décider si oui ou non à la fin, et qui auront autant de poids que les DRH, de l'intégrer ou non au sein de Thales Digital Factory, par exemple. Pour être sûr, finalement, qu'ils correspondent aux valeurs de ce que vous avez développé dans la Thales Digital Factory et que chacun partage les valeurs, parce que l'aspect humain, pour le coup, est aussi important. Tout à fait. L'aspect relationnel. C'est intéressant. Vous avez mis des choses en place comme ça chez vous, Sylvain Le Tourmy ? À propos de... Sur le fait de, par exemple, pour un recrutement, faire jouer le collaboratif pour le recrutement avant d'intégrer quelqu'un dans une équipe. Alors, c'est quelque chose d'assez systématique chez nous, l'appel à la communauté, c'est-à-dire qu'un collaborateur rejoint une équipe, donc on mobilise toujours l'équipe de management, et dans un exercice qui est très proche d'une mise en situation réelle et qui permet au collaborateur de valoriser son expérience passée dans le contexte dans lequel il va être sollicité. Et d'une manière générale, ça fait écho chez nous à un investissement fort qu'on a fait sur ce qu'on appelle les talent marketplace. L'idée qu'on a, c'est que de plus en plus les collaborateurs vont être sollicités dans des environnements dans lesquels ils vont servir une mission, cette fois-ci transversale. Donc ça n'est pas autre chose, ça ne remplace pas leur poste, la fonction qu'ils tiennent à un instant T, mais ça vient compléter leur activité. Donc c'est une partie de liberté qui leur est allouée par leur management pour être mobilisés sur un projet qui fait du sens pour eux. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Donc le collaborateur est sollicité dans cette équipe, il développe des compétences, il les valorise dans son profil, et quelque part, l'organisation apprend à être plus réactive, plus adaptative, plus agile, mais d'une façon assez naturelle. Justement, si je peux me permettre de rebondir dans le cadre de cette communauté, mettez-vous par exemple au sein d'Oracle ou au sein de Cegid, le recrutement, je dirais vraiment au cœur de votre dispositif en matière d'intégration, mais surtout le recrutement, je dirais, collectif. Est-ce que, en d'autres termes, en fait, le collectif a autant de poids que par exemple le DRH qui doit prendre la décision ou le N+1 ? Moi, ce que je peux en dire, c'est que, en fait, c'est une demande des candidats. C'est-à-dire que le candidat, il veut rejoindre une communauté, et surtout dans des métiers à forte tension, c'est-à-dire où on a toujours un choix de 2-3 postes possibles, il veut aller à la rencontre de la communauté dans laquelle il va être partie prenante pour savoir si ça lui fait envie ou pas. Donc, même les candidats nous poussent vers ça, en fait. D'accord. Mais je pense que ça se reflète aussi dans le fait que plus de 50% de nos recrutements aujourd'hui se font par cooptation. C'est-à-dire que l'ensemble des collaborateurs, et pas seulement les managers, jouent un rôle dans le fait de se reconnaître dans d'autres collaborateurs qui vont nous rejoindre. Donc il y a... J'allais dire, on s'éloigne un peu de notre sujet, mais pas du tout, parce quand on rejoint une entreprise, quand on rejoint une équipe, on rejoint des valeurs, et c'est bien ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez à un instant de la gestion des talents, Sylvain, chez Oracle. On va quand même en parler d'un mot, André Brumetière, Talentsoft. Oui. Bah oui, Talentsoft. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Vous êtes en fiançailles ? Donc voilà, on est en train, on finalise cette acquisition. On est beaucoup dépendant de l'autorisation du ministère des Finances en l'occurrence. Donc on va attendre ça. Mais effectivement, on a vraiment quelque chose d'intéressant à construire ensemble. Notamment, déjà, on a des aspects complémentaires de l'offre qu'on propose au DRH, mais surtout, ça nous permet en matière d'apport de données pour éclairer le management, d'avoir vraiment une vue à 360 de ce qui est nécessaire pour manager, entre la dimension plus contractuelle et rémunération, qui était l'ADN de Cegid, et la dimension plus talent, qui était l'ADN de Talentsoft. Donc effectivement, quand on va avoir la capacité de réunir les deux, on va avoir vraiment quelque chose d'intéressant à proposer.
Pour conclure, je voulais vous demander justement chez Cegid, qu'est-ce que vous faites, vous, pour allier valeur et performance? Quels engagements vous avez mis en place auprès de vos collaborateurs? En fait, on a commencé à s'attaquer à un sujet qui est la pollution numérique. Pourquoi ça? Parce que, comme beaucoup d'entreprises de notre secteur, nous sommes passés dans le cloud. Et le cloud, c'est quelque chose de très séduisant, voire grisant, c'est que d'un seul coup, la ressource disponible pour faire de l'informatique devient non dénombrable. Elle n'est pas infinie, mais elle devient non dénombrable. Et donc, la tendance, c'est de gaspiller. C'est-à-dire de dire, je vais copier les données en 25 endroits différents, je ne vais pas me préoccuper de savoir si mon algorithme il est économe en consommation de ressources informatiques ou pas. Et au final, on peut être très gaspillé, en fait. Et donc, on travaille maintenant fortement à la mobilisation de nos équipes, d'une part pour coder économiquement, et aussi même la formation de nos clients pour utiliser économiquement, pas s'amuser à sauvegarder en 25 endroits différents de la donnée et consommer de la ressource. Maintenant, ils ont bien compris qu'ils ne devaient plus sortir de papier. Maintenant, il faut passer à après le zéro papier, maintenant, c'est le 0 kilo mégaoctet, on va dire. Pour conclure, Sylvain Le Tourmy, chez Oracle, justement, est-ce que vous avez, vous qui tournez avec aussi beaucoup de jeunes collaborateurs, j'imagine, est-ce que cette demande-là, vous le disiez, est-ce que ce sont eux qui vous challengent de plus en plus sur la conduite et la poursuite de valeurs et d'engagements sociétaux? C'est un point qui ressort très fortement dans les études qu'on a réalisées, mais on a préempté ce sujet-là. Aujourd'hui, en fait, la gestion des données, ça représente à peu près 2% des émissions de CO2 dans le monde. Si on ne fait rien, en 2040, ça représentera 14%. Dès aujourd'hui, dans les data centers européens de Oracle, 100% de nos data centers tournent sur des énergies renouvelables. Donc ça, c'est un point qui était très important pour nous. C'est un point qui est engageant, qui est fédérateur pour nos collaborateurs, autant que l'est le sujet par exemple de l'équité homme-femme. C'est un sujet sur lequel on a vu que si on ne faisait rien, on aurait colonisé Mars avant d'avoir résolu le sujet de l'équité homme-femme. Et donc on se donne, je dirais, comme ambition d'adresser ce sujet-là très proactivement et d'aider nos clients à pouvoir adresser ce sujet-là en fournissant les données et les moyens de... C'est vrai, il paraît que dans la tech, on n'est pas toujours très en avance sur ces questions-là. J'espère qu'avec notre directrice générale, directrice générale en charge d'Oracle France, j'espère qu'on a pris un petit peu d'avance. Allez, le mot de la fin pour vous, Florent Douty. Chez Thales, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a un véritable changement avec tout ce que vous nous avez raconté sur ce qui a été mis en place? Est-ce que les collaborateurs aussi donnent un sens aujourd'hui à leur place chez Thales, à leur mission chez Thales? Oui, je pense que de part, tout à l'heure, je vous ai parlé de la politique, effectivement, de rémunération et d'avantages sociétaux, qui justement permettent à nos collaborateurs de davantage valoriser leur investissement, d'être davantage engagés dans notre politique en matière de RSE. Ça, c'est la première chose. Je voudrais revenir également sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant les communautés et l'engagement également sociétal. Je pense qu'effectivement, pour nos jeunes talents, c'est un vecteur d'attractivité. La raison d'être est pour moi en fait un réel vecteur d'attractivité pour nos jeunes talents qui sont extrêmement sensibles, je dirais, au sens du travail en fait qu'ils effectuent et justement au rôle que la société en fait peut porter au travers notamment leur entreprise. Un vrai critère d'attractivité. Je le pense sincèrement, oui. Vous vouliez rajouter quelque chose? Et oui, pour tout à l'heure, vous parliez également de l'IA, j'ai pas pu, si j'ai encore 30 secondes. Je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que l'IA permet au DRH de gagner du temps. Encore faut-il bien garder en tête que l'IA ne remplacera jamais pour moi la compétence humaine et que, encore une fois, l'IA se heurte à quelques questions d'ordre juridique qui sont somme toute tout à fait en fait courants dans le monde de la DRH, où justement en fait le cadre juridique limite la liberté de l'employeur à analyser justement en fait les carrières professionnelles au travers en fait d'algorithmes. Alors là, vous soulevez un autre débat. Il nous faudrait 25 minutes de plus pour tout, et je crois que la question a déjà été en partie soulevée dans Future of HR. Mais effectivement, c'est intéressant et vous faites bien de le rappeler. Merci beaucoup à vous, Florent Douty, DRH au siège de Thales, notamment André Brunetière pour Cegid, Chief Product and Technology, et Sylvain Le Tourmy, directeur stratégique pour les solutions RH chez Oracle. Merci infiniment à tous les trois. Une petite conclusion dans un instant avec notre associée de l'autre, Catherine Jacquet.